7h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 15 mai 2024. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a présidé ce matin la cérémonie de pose de première pierre pour la construction de classes en matériaux définitifs à Niamey. C'est le CG Calais Plateau qui a abrité cette cérémonie, résumée ici par Nafissatou Yahya et Halidou Bourema. C'est d'abord l'honneur de la patrie qui a retenti au CG Calais Plateau, école qui abrite cette cérémonie marquant la pose de la première pierre du projet de construction des classes en matériaux définitifs dans la région de Niamey, un projet très cher aux autorités nigériennes, au premier rang desquelles le général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État. Occasion pour les autorités administratives et coutumières de l'arrondissement communal Niamey 3, où se situe le CEG Calais Plateau, de se réjouir de l'accomplissement de ce projet. Nous sommes fiers et très honorés, mes collègues, mes élèves, les parents d'élèves et moi-même, pour le choix porté sur notre établissement afin d'abriter la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction des classes en matériaux définitifs sur le territoire de la région de Niamey. D'aucuns diront que nous le méritons bien pour avoir souffert le martyre 5 ans durant, sous des paillotes exposées à tous les aléas, intempéries, risques d'incendie, animaux, conducteurs impertinents, pour ne citer que cela. Madame la ministre, nous vous prions d'accepter nos vifs remerciements pour ce geste très honorable. Prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale, elle, a salué l'engagement des autorités et le dévouement des partenaires sociaux dans le cadre de la réalisation de ce projet. Depuis le 26 juillet, notre arrivée au ministère, nous avons assisté à la cérémonie de réception de classes, généreusement construite par des donateurs, par des partenaires que je remercie ici. Mais c'est la première fois qu'une initiative nationale arrive à être concrétisée après le 26 juillet. C'est très symbolique. Cela marque l'attachement des plus hautes autorités de la transition et surtout à la tête desquelles le chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, à joindre des actes concrets à la parole. Monsieur le directeur, tout à l'heure vous avez dit que c'était une surprise. J'espère qu'il y aura beaucoup de surprises de ce genre. Le clou de cette cérémonie a été la pose de la pierre, suivie de la visite d'une classe construite par l'Union des scolaires nigériens USN au CEG Calais Plateau. Le CDISN a effectué ce matin une visite au sein de l'école des mines, de l'énergie et de la géologie EMIG. Objectif, constater les conditions de vie et d'études des étudiants. Compte rendu Asma Osedou, Boubacar Souley. Constater de visu les conditions de vie et de travail des élèves de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG, tel est l'objectif visé à travers cette visite du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Une école de référence mais délaissée, comme en atteste le secrétaire général de l'USN. Nous avons constaté que l'État a beaucoup failli au niveau de l'EMIG, notamment en ce qui concerne la dotation de matériel de dernière génération au niveau de cette école. Nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas véritablement de formation continue, notamment en ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités des formateurs. Les formateurs ne sont pas, en tout cas, véritablement outillés à l'ère de la mondialisation, du numérique, de la technique. Nous avons constaté en termes aussi de système de formation, l'intrusion du système LMD au niveau de cette école,
Cette école qui est censée être une école de référence africaine en géologie et en mine. Nous n'avons pas besoin d'un système LMD comme ailleurs. Nous avons besoin plutôt de cadres qui sont outillés avec des connaissances raffinées, professionnalisantes, qui puissent leur permettre d'assurer la relève au niveau des mines, au niveau des autres centres de géologie et de la technique. Nous avons constaté aussi les conditions austères et précaires dans lesquelles vivent les étudiants de l'EMIC, à commencer par le restaurant. Et depuis sa création à nos jours, elle a formé beaucoup de cadres dans l'administration. Ces cadres qui ont permis d'exploiter nos ressources naturelles. Aujourd'hui, le contexte actuel dans lequel se trouve notre pays mérite de mettre un point d'orgue par rapport à la situation de cette grande école de référence jadis, qui est devenue aujourd'hui un cimetière où s'enterrent les aspirations, les ambitions des fils des pauvres nigériens. L'USN demande aux autorités en place à mettre un accent sur les conditions d'études, mais aussi sur les conditions sociales de nos camarades ici à l'EMIC. Mettre surtout un accent particulier sur la dotation des matériels de dernière génération. Les partenaires stratégiques aujourd'hui du Niger doivent mettre l'accent sur la dotation de cette école des outils nécessaires pour former la jeunesse, car de cette formation naîtra le développement tant chanté et tant souhaité par le secrétaire général de l'USN, accompagné par le secrétaire général de l'UPTN, exige la prise en compte de toutes ces revendications dans les plus brefs délais afin que les étudiants de l'UNIC puissent étudier dans de meilleures conditions. Voilà le reportage pour parler de la circulation routière et plus précisément des passages piétons, des passages qui ne sont cependant pas respectés aussi bien par les usagers de la route que par certaines tierces personnes, n'est-ce pas, Boubacar Ibrahim? À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à deux roues dans la ville de Niamey? Ces derniers, qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route, servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route. Ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tabimoun. Le boulevard Tabimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Il y a eu un espace qui est réservé à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages, vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés. C'est-à-dire la police et la gendarmerie. Ils sont là. Tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à fond. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ce passage-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur.
il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des mains pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'ils sachent que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit plus que les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation américaine. Les gardiens de la station routière qui sont la police de la gendarmerie, ils doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. Parlons santé à présent et plus précisément de la santé bucco-dentaire. Quelles sont les maladies bucco-dentaires et comment les prévenir? Éléments de réponse dans ce reportage signé Sadou Demi et Ismaël Moumouni. Organes composés d'émail, de dentine et d'une pulpe enchâssée dans la mâchoire, les dents servent à couper, déchirer et mâcher les aliments. Malheureusement, beaucoup de gens n'accordent pas trop d'importance à l'hygiène bucco-dentaire. Les dents facilitent le travail au tube digestif parce que la première mécanisation commence à partir des dents. La mastication des aliments, avant d'envoyer ça au tube digestif. Tant que les dents n'ont pas fait leur travail, le tube digestif ne peut pas travailler. Donc les autres organes ne pourront pas travailler. Il y a beaucoup de maladies, il y a les caries, il y a les pulpites, il y a ce qu'on appelle le mouma aussi, c'est une maladie de la santé bucco-dentaire. Le brossage des dents a une technique bien déterminée, comme en atteste la spécialiste. Le brossage, c'est la technique. Vraiment la technique, puisqu'on peut se brosser les dents avec ce qu'on appelle le bâtonnet couramment en germain cossi. Si la technique est bonne, ça marche. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne technique. Donc, je peux vous montrer à partir de mon modèle. Ça, c'est un macro-modèle, comme on l'appelle. C'est la bouche humaine en plus grand. On la divise en 4 parties, haut et bas, droite, gauche. Donc, généralement, il faut se brosser du rouge vers le blanc. Pas en sens inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tendance à faire comme ça. Non. Il faut toujours balayer du rouge au blanc pour que les nourritures qui s'incrustent entre les dents puissent sortir. Et il ne faut pas soulever la gencive. Donc, il faut aller toujours comme ça. Voilà. Et un bon brossage, comme on le dit, c'est très long. Ça doit durer 3 minutes. En bas, du bas vers le haut. Et en haut, du haut vers le bas, comme on dit. Sans oublier l'intérieur, toujours la même technique. Là, oublier les faces occlusales. Là, tu peux faire un va-et-vient, c'est pas un problème. Pour éviter toute maladie liée à la gencive, il faudrait brosser les dents et la langue après chaque repas, mais aussi avant de dormir et au réveil. Il est également conseillé aux gens de s'y rendre chez les dentistes au moins 2 fois par an. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui du mandat, ou plutôt du contrat de mandat. C'est un thème abordé par Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Il faut dire que le mandat est une procédure ou bien c'est une possibilité importante puisqu'elle permet aux individus de pouvoir s'entraider ou bien agir réciproquement en lieu et place les uns des autres. Et c'est une procédure, un mécanisme, disons, qui a été prévu par la loi, notamment le Code civil. Et le mandat revêt un caractère considérable pour l'activité juridique. Et c'est en ce sens que vous pouvez trouver une personne qui donne mandat à une autre afin de la représenter et agir en cellule et place. Tel l'exemple du client qui donne mandat à son avocat
de le représenter dans certaines procédures. Alors, il faut préciser que le mandat a un certain nombre de caractéristiques qu'on doit connaître. Et en ce sens, le Code civil définit le mandat comme étant cette procédure par laquelle une personne donne mandat à une autre afin d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques. Le mandant, c'est cette personne qui donne la possibilité à une personne d'agir en ses lieux et à sa place et en son nom et pour son compte. Et il y a plusieurs opérations par lesquelles une personne peut recourir au mandat, peut donner mandat. Et on voit même lors des élections, tout ça, on voit des gens qui peuvent donner mandat à une autre personne afin de voter à leur place, afin d'agir en leur place, etc., etc. Donc la définition du mandat met l'accent sur la fonction de représentation. Le titulaire des droits lui-même n'étant pas présent, se fait représenter ou délègue ses compétences ou délègue ou bien donne ses droits, confère ses droits à une autre personne qui agit en ses lieux et à sa place. Donc à ce titre, le premier caractéristique que nous pouvons citer du contrat de mandat, c'est la représentation. Et à ce niveau, selon l'article 1984 du Code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom. C'est la définition que nous donne le Code civil. Alors, de par cette définition, nous voyons cette fonction de représentation, puisqu'une personne donne mandat à une autre d'agir à sa place. Donc, en ce sens, la première caractéristique du mandat, c'est celle de la représentation. Le mandat était un contrat, il pose alors la question de la capacité. Celui qui donne mandat doit pouvoir être un sujet capable, puisque en droit, pour qu'il y ait convention, vous savez, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut réunir, notamment celle de la capacité. Il faudrait que celui qui donne le mandat soit un sujet capable. Ouais. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, le deuxième caractéristique du contrat la deuxième caractéristique, disons, du contrat de mandat, c'est le caractère consensuel. Le contrat de mandat est un contrat consensuel. Qui parle du consensualisme parle du consentement. C'est un accord de volonté. Le contrat, dans sa globalité, est un accord de volonté. Une partie qui demande à une autre partie qui accepte. Donc, tant qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de contrat. Donc, le mandat a ce caractère d'être un contrat consensuel, puisque il peut être conclu par les parties. Je ne sais pas si on peut donner mandat à quelqu'un sans son consentement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous demander de faire quelque chose pour moi alors que vous ne souhaitez pas. Ou je ne peux pas vous mandater si vous n'acceptez pas. Donc, la question du consentement, c'est une question capitale dans le cadre du contrat de mandat. Le troisième point, ou bien la troisième caractéristique du contrat de mandat, c'est que le mandat est un contrat gratuit. Bon, à l'origine, c'était un service d'amis. Vous pouvez rendre service à un ami en acceptant de le représenter, en acceptant d'agir en série et place. Mais aujourd'hui, il va se poser la question justement de cette gratuité, puisque quand aujourd'hui vous demandez à l'avocat de vous représenter, eh bien, les services d'avocat sont rémunérés. Donc, vous voyez, en ce sens, il y a une évolution de cette matière. Le mandat tel qu'il est connu avant, dans son sens gratuit, à l'origine, je pense qu'aujourd'hui,
il a évolué. Et aujourd'hui, il y a des fonctions de représentation qui sont rémunérées, telles que celle de l'avocat, par exemple. Le contrat de mandat également, il faut dire qu'il est un contrat qui est basé sur l'intitut personnel. L'intitut personnel veut dire tout simplement que vous avez mandaté eu égard à la personnalité du mandataire. Vous avez choisi la personne à cause d'un certain nombre de valeurs, peut-être c'est à cause de sa compétence, peut-être à cause de son intégrité, de sa loyauté. En tout cas, vous avez vu dans cette personne un certain nombre de critères avant de la mandater. Donc, c'est la personne que vous avez choisie. Vous n'avez pas mandaté Ali, mais vous avez mandaté Ousmane. C'est Ousmane que vous avez mandaté et non Ali. Donc, vous voyez ici, c'est la personne de Ousmane que vous avez choisi. Vous avez choisi Ousmane parce que vous avez vos raisons. Et qu'est-ce qui va se passer si pendant que vous allez mandater Ousmane, Ousmane mandate cette fois-ci Ali? Il peut y avoir un choc juridique à ce niveau. Puisque vous, c'est Ousmane que vous avez mandaté. Peut-être que c'est parce que vous avez confiance en Ousmane que vous l'avez mandaté. Donc, vous voyez, la question du mandat est basée essentiellement sur l'intitut personnel. C'est la personne du mandant que vous avez, du mandataire que vous avez choisi et non une autre personne. Et enfin, il faut dire que le contrat de mandat est un contrat temporaire. Temporaire en ce sens que le mandat a une durée limitée dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Il prend fin avec la fin de la mission du mandataire. Une fois que la personne que vous avez mandatée a fini d'accomplir sa mission, eh bien le contrat de mandat prend fin. Il ne peut pas continuer après l'accomplissement de la mission. Et le contrat de mandat peut également être résilié dès l'instant où il est résilié, il prend fin. Donc, vous voyez, il s'agit là d'autant de caractéristiques qui représentent le contrat de mandat. Donc, pour récapituler, nous avons dit tout simplement que le contrat de mandat est un contrat de représentation 1. Dans le mandat, une personne se fait représenter par une autre. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect du contrat de mandat, c'est un contrat consensuel. Il y a le consensualisme qui intervient. C'est un accord de volonté entre les parties qui s'entendent. Il n'y a pas de mandat imposé. On ne peut pas vous imposer de représenter ou d'agir en lieu et place d'une personne sans votre consentement. Dès l'instant où on le fait, on a biaisé, on a violé votre droit de consentement, et bien on suppose que ce contrat il est frappé d'invalidité. Parce que selon les conditions de validité du contrat, il y a la question du consentement. Un contrat qui est donné en violation du consentement ou bien sans le consentement est un contrat invalide et un contrat nul. C'est pourquoi la question du consentement est importante dans le contrat de mandat. Et troisièmement, c'est un contrat gratuit comme nous l'avons dit. Logiquement, à l'époque, mais aujourd'hui, ce contrat a évolué tel que la question de l'avocat dont nous avons fait cas tout à l'heure pour devenir aujourd'hui une fonction rémunérée. Le contrat de mandat, c'est un contrat basé sur l'intitut personnel. C'est le choix de la personne, c'est la qualité de la personne, ce sont les compétences de la personne, peut-être qui vous ont déterminé à choisir cette personne. Et enfin, le contrat de mandat est un contrat temporaire, puisque le mandat prend fin avec la fin de la mission, ou même que le contrat de mandat peut être résilié. Une fois qu'il est résilié, il n'existe plus. C'est-à-dire que le mandat est fini. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les caractéristiques du contrat de mandat.